Bonjour à tous. Alors, on va parler un petit peu sécurité aujourd'hui. Alors, il y a déjà eu d'autres conférences sur le thème sécurité web dans cette journée. Celle-ci se veut assez pratique. Alors, on ne va pas voir, par exemple, un outil en détail, mais on va voir plusieurs éléments. Et l'objectif, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez après chercher aussi un peu par vous-même, parce que c'est mieux, pour pouvoir faire plusieurs types de tests et plusieurs vérifications sur vos applications web. Alors, j'emploie souvent le terme d'application web. Ce que j'entends par application, ça peut être un site internet, extranet, ça peut être un web service, ça peut être pas mal de petites choses. Alors, pour resituer vite fait le contexte et qu'est-ce qui fait que moi je vous parle de ça. Bon, j'ai une petite dizaine d'années d'expérience dans les technologies web. Je suis passé du développement au hacking au cours de mes diverses expériences. Je suis vraiment spécialisé sur la partie application web. Et donc, quand on parle de sécurité, il y a plusieurs topics possibles. Là, c'est vraiment sur la partie applicative web. Et donc, je suis cofondateur et responsable technique de Vadata, hein, qui est une société d'audit de sécurité d'applications web. Pour que je sache un peu qui est dans la salle, qui est soit développeur, lead développeur, une fonction technique dans l'informatique. Ok, bon, très bien, c'est le bon public. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la qualité, des tests de qualité sur des applications? Pas beaucoup, non. Alors vous avez peut-être dans votre société des gens qui sont spécialisés QA, qualité. La sécurité, c'est un point important de la qualité également, mais ce n'est pas toujours pris en compte. Donc si jamais vous en avez dans votre boîte, faites-leur un petit feedback sur ce sujet-là. Petit warning par rapport à ce que je vais vous montrer. Je me dois de le faire. Il y a des méthodes et des outils que je vais vous montrer qui sont potentiellement mal vus si vous le faites sur des sites qui ne vous appartiennent pas. Donc, faites pas n'importe quoi. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va parler de 5 éléments différents aujourd'hui. Le fuzzing, la reconnaissance et plus particulièrement le Google hacking, ce qu'on appelle les composentières. Alors, on va parler un petit peu de configuration de sécurité et de failles logiques. Alors j'ai un pentester dans ma boîte qui m'a dit, juste quand je suis parti, mais attends, mais si tu leur apprends à faire des tests comme ça, il y aura moins de failles de sécu sur les applis qu'on teste, dis-leur n'importe quoi, comme ça, il y aura toujours des failles. Bon. C'est vrai que ce que je vais vous montrer, c'est une partie des tests qu'on peut faire pendant nos audits. Il n'y a pas tout, bien sûr, mais il y a une partie qui rejoint ça. Alors pourquoi ces 5 éléments? Qui connaît l'OWASP Top 10 déjà? Pas beaucoup de monde. D'accord. Alors le Top 10 de l'OWASP, juste pour vous donner un petit aperçu de ce que c'est. Donc l'OWASP, c'est Open Web Application Security Project. C'est un organisme qui agit dans le domaine de la sécurité des applications web. Et ils font tous les 3 ans environ un top 10 des failles de sécurité qui sont présentes sur les applis. Donc top 10 parce que c'est des choses qui sont facilement identifiables par des attaquants, qui sont facilement exploitables et qui ont un potentiel de dégâts assez important. Et donc les éléments que je vous montre, alors il y a tout d'abord le fuzzing. Donc le fuzzing, on va voir ce que c'est en détail, mais ça permet d'envoyer pas mal de valeurs différentes d'attaque sur votre application. Et ça permettra de faire des tests par rapport à ce qu'on appelle les injections, le cross-site scripting et éventuellement ce qu'on appelle les références directes non sécurisées. Le Google hacking et la reconnaissance, ça répond à rien du tout sur le top 10. Mais c'est super important et nous, c'est une phase qu'on effectue à chaque audit
pour voir ce qui est présent, entre autres, sur Internet par rapport à votre application. Donc c'est quelque chose de très critique, hein, souvent oublié, laissé de côté, et pas toujours facile à gérer, surtout quand on parle du passé, on va le voir. Troisième point, c'est les composants tiers. Donc en gros, c'est tout ce que vous mettez dans votre application, dans votre serveur, et souvent il y a des failles de sécurité liées à ces composants. Alors, là je vous ai mis une grande flèche qui vous montre, qui pointe vers le numéro 9 du top 10, parce qu'il y a une catégorie spéciale dédiée aux composants vulnérables sur le top 10. Et puis, de manière transverse, en fait, ces composants vulnérables, ils vont pouvoir avoir des répercussions dramatiques sur plein de catégories de failles. Toutes, en fait, potentiellement. Et dernier point, c'est les failles logiques. Les failles logiques, c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de possibilité d'automatisation, mais vous avez la possibilité de faire des revues de workflow, des choses comme ça. On va voir en quoi ça consiste. Alors, premier élément, le fuzzing. Donc le fuzzing, c'est simple. C'est ça. Vous prenez une grosse sulfateuse, une grosse mitrailleuse, et vous envoyez plein d'informations de tout genre sur votre application web. Ça permet de tester la réaction à l'appli par rapport à différentes valeurs qu'on va lui envoyer. Donc par exemple, imaginons que vous avez quelque chose de tout simple, une appli web qui permet de lire des articles. Et vous avez peut-être un identifiant d'article dans l'URL ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe si, dans l'identifiant de l'article, je mets autre chose qu'un simple numéro? Qu'est-ce qui se passe si je mets des apostrophes? On ne sait pas encore, enfin, si vous avez bien conçu l'application, si, on le sait, mais a priori, on ne sait pas comment ça va réagir. Donc on peut tester beaucoup de choses. On peut tester tout ce qui est paramètres d'URL, des valeurs qui sont envoyées via des formulaires, des valeurs qui sont présentes dans les cookies de session, les cookies en tout genre que vous stockez dans les navigateurs web, et puis dans les headers HTTP aussi. Donc c'est en gros les 4 points qui sont sensibles et qu'on peut tester avec du fuzzing. Il y a 2 types de fuzzing. Il y a ce qu'on appelle le fuzzing récursif. Donc c'est par exemple, vous avez une appli qui permet de lire l'article numéro 5. Vous pouvez faire le 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qui se passe si on va sur l'article 10 millions, etc. Et si on met un nombre négatif, etc. On peut faire du fuzzing, essayer d'accéder aussi à des ressources auxquelles on n'a normalement pas le droit d'accès. Des choses comme ça. Fuzzing de remplacement, c'est un peu plus freestyle. On met ce qu'on veut. On peut mettre potentiellement des attaques directement, avec des caractères spéciaux, des choses un peu bizarres. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire du fuzzing? Déjà, il nous faut une cible. Donc, il faut définir qu'est-ce qu'on va attaquer. Donc, dans votre application web, dans votre site web, ça peut être, on prend une fonctionnalité en particulier, une page, quelque chose de très précis, et on se dit, OK, je vais tester cette partie-là. Il vous faut ensuite un proxy HTTP. Alors, vous pouvez le faire sans proxy, mais après, ça va être difficile d'analyser. L'idée du proxy, c'est que vous allez brancher quelque chose entre votre navigateur web, qui vous permet d'utiliser l'application, et le serveur web, qui va faire les réponses. Donc le proxy s'interface entre les deux, et va permettre de voir tout ce qui est requêtes et réponses envoyées vers le serveur. C'est très utile, et on apprend beaucoup de choses en général. Donc vous en avez des gratuits, comme celui développé par l'OWASP, donc l'OWASP ZAP, Z-Attack Proxy. C'est quelque chose d'open source, vous pouvez le télécharger. Et vous avez aussi un logiciel qui s'appelle Burp. Alors Burp, moi c'est un de mes outils préférés. Il intègre pas mal de petites choses. Il y a une version gratuite et une version payante, qui est bien plus complète, mais la version gratuite permet déjà de faire quelques tests intéressants. Ensuite, il vous faut ce qu'on appelle des payloads. Donc c'est tout ce que vous allez envoyer vers l'application. Alors pour ça, soit on fait des listes à la main, soit on utilise des ressources qui existent déjà. Et vous avez des choses téléchargeables sur Internet comme FuzzDB. FuzzDB, c'est une base de données de fuzzing, comme son nom l'indique. Vous allez avoir des choses spécifiques pour tester, par exemple, des failles d'injection SQL, des failles cross-site scripting, pas mal de petites choses. Et après, il vous faut la sulfateuse, donc ce qui va envoyer vraiment tous les
payload vers l'application et vers le paramètre que vous avez voulu tester. Donc en termes de méthodologie, ça donne ça. Si on résume, sélectionner les paramètres que l'on veut fuzzer, choisir des payloads de fuzzing, donc ça va être suivant ce que vous voulez tester. Dans FuzzDB, choisir un des fichiers qui vous intéresse, voir si par exemple votre application est vulnérable à des attaques cross-site scripting. Vous allez prendre le payload qui correspond, configurer les outils. Alors ça, on pourrait passer 1 heure à détailler dans le maximum toutes les configurations possibles, mais si vous prenez des outils comme Zap ou comme Burp, vous allez très facilement trouver comment configurer. Ensuite, c'est observer le comportement. On regarde qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lance l'attaque. Donc concrètement, vous allez lancer l'attaque, la mitrailleuse va tourner, va envoyer plein de requêtes vers le serveur, et ça va enregistrer tout ce qui se passe. Le proxy va vous dire, OK, j'ai eu une requête, j'ai eu une réponse, et voilà ce qu'elle contient. Et vous allez pouvoir observer des choses bizarres, peut-être. Si votre application est bien blindée, il y aura potentiellement un fonctionnement tout à fait normal de l'appli, mais vous allez peut-être pouvoir avoir des choses bizarres en termes de réponses retournées par le serveur qui va être trop grosse ou toute petite, ou des erreurs 500. Vous allez pouvoir avoir des choses assez surprenantes parfois. Après, il faut comprendre ce qui s'est passé. Quand vous avez envoyé, par exemple, une apostrophe dans un paramètre qui est censé être un entier, il y a une erreur. Pourquoi? Donc là, il faut mettre les mains dans le code et voir ce qui s'est passé, par où est passée la valeur qu'on a envoyée à votre application. Et ensuite, patcher le code, on corrige et on recommence pour voir si ça marche. Alors, très concrètement, voilà un exemple fait avec Burp. Donc Burp qui est un proxy. Donc j'ai utilisé ça pour pouvoir faire passer mon trafic web de mon navigateur via Burp, observer les requêtes et les réponses. Et en plus, j'ai utilisé un module de Burp qui s'appelle Intruder. Donc c'est la sulfateuse. Et donc, si vous regardez en fait tout en haut, c'est ce que j'ai configuré dans Intruder pour dire, OK, j'ai cette page index.php et j'ai un identifiant ID. Donc je le configure pour pouvoir injecter des payloads à l'intérieur. J'ai choisi ce que je voulais prendre dans FuzzDB. J'ai lancé l'attaque. Et en dessous, j'ai les résultats de l'attaque. Et donc ces résultats, ce qu'on peut observer, c'est que déjà, l'application, elle me renvoie toujours un code 200. Donc 200, c'est HTTP, ça veut dire OK. Très bien. Par contre, ce qu'on observe, c'est que la longueur de la réponse retournée par le serveur dans la colonne de droite, elle change. Et là, j'ai sélectionné un des éléments en particulier pour lequel ça change, et il me sort que j'ai une erreur de syntaxe SQL. Donc là, clairement, on a une erreur d'injection SQL, enfin, on a une potentielle injection SQL dans la page. Donc ça, c'est le fuzzing. Vous pouvez le faire sur n'importe quel type de paramètre, n'importe quel type de valeur, n'importe quelle fonctionnalité de l'application. Deuxième élément, on passe sur quelque chose d'un peu moins technique, le Google Hacking et la reconnaissance. Alors, on ne va pas pirater Google. Hein. L'idée, c'est de se servir de Google, mais de bien l'utiliser. Pour faire quoi? Pour rechercher plein d'informations. Alors, des infos sur vous, sur votre passé, vos différents profils de réseaux sociaux, par exemple, vos collègues, vos anciens collègues, ou des gens que vous avez remplacés dans une société, qui ont potentiellement fait du code avant vous, qui ont développé des choses. Des infos sur vos projets, ça peut être un nom de domaine d'un site web, un nom de code d'un projet. Plein d'infos. Qu'est-ce qui gravite autour de votre projet et quelles infos on peut trouver? Chercher du code, chercher des applications, chercher des traces laissées par vos sites web. Des traces, ça va être des messages d'erreur indexés, ça va être des choses qui sont indexées par des moteurs de recherche et ce n'était pas prévu. Ça peut être également des choses que certaines personnes ont piratées sur votre site et laissées traîner sur
sur le net. Donc on peut facilement retrouver ça aussi. Ça nous arrive assez régulièrement. Et donc, concrètement, voilà, c'est ça. C'est des erreurs indexées par des moteurs de recherche. Le moteur de recherche, Google, Bing, etc., qu'est-ce qu'ils peuvent voir de votre application? C'est tout ce qu'ils ont réussi à requêter, tout ce sur quoi ils ont navigué et tout ce qu'ils ont enregistré. Alors vous avez des fameux robots.txt qui vous disent bah non, je ne veux pas indexer tel répertoire, tel répertoire. La plupart des moteurs le respectent. Après, ce que vous ne savez pas de votre application, vous ne l'avez peut-être pas mis dans le robots.txt et ça va être indexé. Donc parfois c'est assez croustillant. Des infos sur l'hébergement aussi. Quel type d'hébergement, quelle configuration. Des infos techniques sur des librairies, des frameworks, plein de composants que vous avez utilisés sur votre application. Donc soit on les voit directement dans Google parce que ça a été indexé techniquement, soit c'est des choses qu'on trouve sur des réseaux sociaux professionnels type LinkedIn. Si par exemple vous avez quelqu'un de votre équipe qui a parlé du projet, dit oui j'ai bossé avec telle personne, voilà, c'était super, on a fait un super projet en Symfony 3, telle librairie, tel framework, tel serveur. Alors ça a du bon de parler de ce qu'on fait, mais un attaquant il a des infos techniques du coup sur votre plateforme. Et parfois très précises. Alors, il ne faut pas trop en laisser. Comment est-ce qu'on fait pour chercher toutes ces informations? Déjà avec Google, des opérateurs assez classiques. À première vue, qui connaît dans la salle ces opérateurs? Ah oui, une bonne partie quand même. Bon, c'est bien. Après, est-ce qu'on les utilise correctement? Et pourquoi? Parce que chercher une info sur un site, ok, c'est simple. Après, il faut un petit peu se creuser la tête et se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais chercher précisément? Alors, peut-être mon site, ok, donc c'est teldomaine.com. Bon, ok, on a 23 000 résultats qui remontent dans Google. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est là qu'il faut jouer avec d'autres opérateurs pour filtrer un peu plus, pour enlever des mots-clés, pour enlever une partie, par exemple un sous-domaine qui a été indexé. Si votre 3W a été indexé, qui a 20 000 pages, on peut faire site.votredomaine.com moins le 3W, hop, ça filtre. Donc là, peut-être qu'on a 100 résultats. On va voir ce qu'il y a d'autre. On va essayer de creuser un peu plus. On peut chercher des types de fichiers. Parfois, on trouve des fichiers Excel indexés, avec des mots de passe dedans. On trouve des fichiers XML, on trouve des fichiers de configuration de framework, on trouve pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'opérateur IP, alors, qui n'est pas disponible sur Google, mais sur Bing. Donc vous cherchez par IP. Donc vous savez quelle est l'adresse IP de votre serveur. Vous faites IP de point le serveur. Et là, qu'est-ce qui ressort? Si tout va bien, il y a potentiellement votre site web. Peut-être d'autres si vous êtes sur un hébergement mutualisé, des choses comme ça. Mais parfois, on voit des choses type des outils d'administration, des choses présentes sur la racine du serveur et qui sont pas connues, pas vues lorsqu'on navigue sur le site. Mais qui au final sont trouvables. Donc tout ça, on peut passer du temps à explorer, à combiner, à chercher dans tous les sens des gens, des éléments humains, des éléments techniques sur un site. Il peut m'arriver de passer une journée juste sur un nom de domaine pour essayer de trouver le maximum d'informations techniques possibles. Donc en combinant tout ça, en réfléchissant à ce qu'on veut chercher, avec ces opérateurs-là, on trouve beaucoup. Quelques autres outils intéressants. Alors, on ne va pas tous les revoir en détail. Mais pour vous dire en gros à quoi ils servent, parce qu'il y en a plusieurs qui sont très utiles. Alors, Whois, Dig et Host, j'imagine que beaucoup d'entre vous les connaissent, donc ça permet d'avoir des informations techniques sur les noms de domaine et de voir quelles sont les configurations DNS de vos serveurs. Roptex, Shodan, ça vous donne des informations aussi sur la configuration DNS en un clic et des informations sur qu'est-ce qui est présent sur votre serveur. C'est bien d'aller faire un tour sur ces sites pour voir ce qui ressort. Même quand on est sûr de son coup, il faut bien les voir quand même, parce que des fois on a des surprises. DNS History, très intéressant. Il vous donne entre autres des configurations DNS du passé.
Donc si vous pouvez le voir avec cet outil, d'autres personnes peuvent le voir. Si vous avez par exemple eu un serveur en 2014, c'était votre serveur de production et vous avez changé la configuration du DNS pour passer sur un autre serveur, le premier serveur, il est devenu quoi? À quoi sert l'IP? Peut-être à rien, peut-être que c'est un serveur de développement. En tout cas, quelqu'un qui va chercher à vous faire du mal, il va voir l'historique du DNS pour avoir d'autres cibles potentielles. Bon, Google et Bing, on vient d'en parler. Check Usernames, Lula et People.com, c'est des éléments pour rechercher des infos sur vous, sur des gens. Qu'est-ce qui est indexé dans les moteurs? Qu'est-ce qu'on trouve sur Internet? Maltego, bon, c'est quelque chose de très puissant et de très complet. Ça permet en gros de faire les transformations d'un élément d'un type certain, par exemple un email, un nom de domaine, vers un autre type de données. Donc on peut partir par exemple d'un nom de domaine et lui demander de chercher tous les emails qu'il trouve, tous les sites web, les IP, et puis rebondir sur la configuration réseau. On peut chercher pas mal de petites choses. Je vous conseille de jeter un œil si vous avez un peu de curiosité sur ce genre de choses. Fierce, c'est un outil que beaucoup de monde utilise pour rechercher des sous-domaines. Donc vous avez un site ou une application sur app.quelquechose.com, d'accord. Ce qu'un attaquant va faire, c'est qu'il va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres sous-domaines. Fierce utilise une liste de sous-domaines potentiels et va en fait faire des requêtes DNS pour voir si ça répond derrière. Et puis dire à la personne qui l'utilise, d'accord, on a trouvé www2, on a trouvé pré-prod, on a trouvé dev, OWA, enfin plein de choses qui sont configurées sur votre serveur DNS. Passif total, pareil, plein d'informations techniques sur le DNS. GHDB, c'est la Google Hacking Database, donc vous avez des requêtes toutes prêtes pour mettre dans Google, pour rechercher des choses très particulières. C'est une vraie bible. Et Have I Been Pwned, ça, c'est intéressant de tester vos adresses email, alors les vôtres et potentiellement celles de vos collègues, pour voir si vous êtes dans une liste qui a été piratée, dans des gros piratages type Dropbox, type LinkedIn. Parce que les listes de login mot de passe qui ont été piratées se retrouvent sur Internet. Donc c'est bien, si vous avez beaucoup d'adresses email dans votre boîte, c'est bien de toutes les passer là-dessus pour voir s'il n'y a pas des choses du type login mot de passe qui se balade dans la nature. Parfois on peut le trouver. Donc c'est bien d'être sûr de son coup là-dessus aussi. En termes de méthodologie, parce que là on a plein d'outils, qu'est-ce qu'on en fait concrètement, d'où est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est simple. Vous avez des éléments qui sont connus. Vous savez qu'ils sont connus de tout le monde. Ça va être un nom de domaine, des noms de personnes qui travaillent dans votre société, qui sont développeurs, un sponsor de projet, des choses techniques de base où tout le monde les connaît. Voilà. C'est l'idée. Et ensuite, le but, c'est de rechercher d'autres éléments avec les outils que je vous ai montrés, avec le Google Hacking, pour rechercher des choses que vous, potentiellement, vous connaissez, mais vous n'avez pas envie que tout le monde le sache. Et puis, vous allez aussi trouver des choses que vous ne connaissez pas. Donc, c'est partir à la découverte, à partir de ces éléments connus, et que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'on peut trouver? La recherche d'informations. Voilà. Ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, ça nous arrive de passer 3 jours sur un client pour lui donner son empreinte numérique pour un site web. Voilà, c'est le genre de choses. Donc il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de possibilités. En termes de résultats, qu'est-ce que vous allez trouver? Alors, je vous ai mis quelques petits exemples simples et très parlants. Alors, c'est pas forcément très lisible, mais tout en haut à gauche, vous avez une erreur SQL qui a été indexée par Google. Donc ça, quand un attaquant tombe là-dessus, il se dit bon bah ok, c'est bon, on fonce là-dessus, on va voir la page en question. Il y a des outils après pour exploiter ces failles d'injection et en
En quelques minutes, on a toute la base de données, en fait. Donc c'est voilà, très, très dangereux. Vous avez un deuxième élément où il y a un fichier de configuration qui a été indexé par un moteur de recherche. Donc ça, c'est une mauvaise configuration d'un serveur, typiquement. Et le contenu PHP a été retourné, est retourné par le serveur brut, sans être interprété. Donc ça, c'est aussi problématique. Alors, ça n'arrive pas essentiellement sur des vieilles applications et des choses mal configurées. Je l'ai vu il y a 2 semaines sur une application Symfony 3 qui n'était pas très bien mise en place. Vous allez trouver des choses comme ça, des développeurs qui ont posé des questions sur des forums. C'est très utile d'avoir des communautés pour s'entraider. Il faut juste faire attention à ce qu'on met dessus. Qu'est-ce qu'on met comme code, qu'est-ce qu'on met comme information. Il faut savoir que ça va se retrouver après dans les mains de tout le monde. Donc attention au contenu laissé. Et puis là, Pastebin. Pastebin, ça sert à tout et à n'importe quoi. Et encore celui-là, c'est le Pastebin officiel que tout le monde connaît sur le net classique. Vous en avez des tonnes sur ce qu'on appelle le Darknet, où il y en a encore plus de données. Donc vous allez pouvoir trouver potentiellement votre email et puis un mot de passe parce que vous étiez sur un Dropbox et ça a été piraté en je ne sais plus quelle année. Donc voilà, c'est des choses intéressantes à explorer. Et puis, il n'y a pas que Dropbox, il n'y a pas que ces gros sites qui sont piratés, il y a des tout petits aussi. On peut très bien trouver des gens qui ont mis un Pastebin comme ça avec plein d'emails, plein de mots de passe sur un petit site e-commerce. Alors au passage, évitez d'utiliser vos emails pro, par exemple, pour faire des choses perso. J'ai déjà vu des emails type gouvernement sur des choses de commande de chaussures sur un petit site e-commerce, tout petit, qui était très très vulnérable, et donc il y a eu beaucoup de des grosses fuites de données. Après, les impacts peuvent être assez importants. Troisième élément, les composants tiers. Alors un composant tiers, c'est quoi? C'est plein de choses. C'est tout ce qui va être au niveau de votre serveur déjà. Des choses qu'en tant que développeur, vous n'avez pas forcément la main dessus. Il peut y avoir des choses comme OpenSSL. Ça peut être plein de bibliothèques système qui sont présentes sur le serveur. Et on les installe, ou quelqu'un les installe, et puis on les oublie. Ça peut être des serveurs web. Donc serveur web, ça va être Apache, ça va être Nginx, moteur d'exécution, interpréteur, tout ce qui est PHP, le moteur .NET, Java, les frameworks. Là, vous avez Symfony, bien sûr, vous avez plein de frameworks différents, Cake PHP, il y en a une tonne. Et puis toutes les librairies. Alors ça, c'est mon préféré. Les librairies, on en met plein dans son application web, c'est génial. On n'a plus besoin de coder quasiment, on met tout. Parfois un peu trop, si on a juste besoin d'une toute petite fonction. Je pense qu'il peut être mieux de la faire soi-même plutôt que de prendre une grosse librairie complexe qui va mal vieillir. Bon, et donc tout ça, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on a comme risque? On a un peu de tout. Donc là, c'est des statistiques qui viennent du site cvedetails.com. Statistiques à jour. Et donc ça, c'est en fait cvedetails, c'est un site qui va répertorier toutes les vulnérabilités connues sur des composants de tous les types que je vous ai cités juste avant. Et donc sur ces composants-là, il y a plein de vulnérabilités connues. Vous avez du déni de service, exécution de code, XSS, des choses pour pouvoir se balader un petit peu dans le serveur, retirer des fichiers, des codes sources par exemple, de l'upload de fichiers. Et tout ça, c'est bien réel. C'est bien réel, et c'est pour ça que j'adore la librairie, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est identifier quelles librairies ont été utilisées par le développeur. Après, je vais voir quelle version. Je prends le code source, je vais voir s'il n'y a pas des fichiers d'exemple. Ça, c'est très très fort, les fichiers d'exemple. Si vous avez
des librairies à envoyer vers votre serveur, n'envoyez pas les fichiers d'exemple qui vous montrent comment on se sert de la librairie. C'est ce qu'il y a de pire. Vous avez souvent des choses qui ont été codées à la va-vite pour montrer l'utilisation de la librairie sur Java, .NET, plein d'autres technos. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas fait attention forcément à tout bien coder. Il y a une librairie très connue qui s'appelle EXTJS. Alors maintenant, elle est plutôt safe. Mais dans les premières versions, il y avait par exemple des fichiers d'exemple qui permettaient en PHP de récupérer du code source d'une application. On pouvait en fait faire de l'interaction au niveau des fichiers avec le serveur. C'était prévu fonctionnellement par la librairie et par les fichiers d'exemple, mais c'était très mal codé. Donc ça nous a permis de récupérer des fichiers de configuration de l'application, avec des mots de passe, login, toutes les chaînes de connexion, du code à gogo. Et tout ça à cause d'un fichier d'exemple. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Parce que tout le reste était super blindé. C'était une appli avec une porte d'accès super blindée, mais voilà, il y avait cette librairie à côté qui traînait et qui n'était pas mise à jour depuis des années. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Les composants que vous utilisez, vous les connaissez, normalement. Alors, qui dans la salle a une liste avec tous les composants qu'il utilise sur son serveur pour ses applications? Voilà, 3 personnes. C'est normal, enfin c'est normal, c'est habituel. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant de tout cataloguer et de tout maîtriser. Donc quelques clés pour mieux gérer ça. Donc c'est pas vraiment pour tester la sécurité de votre site, mais là c'est plus pour l'assurer vraiment. Et puis vous saurez un peu mieux ce que vous avez dans vos applications aussi. Donc première étape, c'est cataloguer. Donc cataloguer, ça veut dire déjà identifier quels composants tiers vous avez dans vos applications. Donc ça veut dire faire une liste, projet par projet, fouiller dans les serveurs, dans le code source, qu'est-ce que vous avez? Et là, vous maintenez ce qu'on va appeler un catalogue de composants que vous utilisez dans votre entreprise, projet par projet. Deuxième étape, c'est analyser tout ce que vous avez comme composants. Donc est-ce que, déjà, dans ce que j'utilise, il y a des vulnérabilités connues? Est-ce qu'il y a des composants, on se dit, mais pourquoi on l'a encore dans le code source? On va le supprimer vite fait. Ça fera des potentielles vulnérabilités en moins. Troisième étape, contrôler sur la durée tous vos composants. Donc, dans votre entreprise, ou si vous êtes tout seul en tant que freelance, c'est pareil, faites un endroit où vous mettez tous vos composants et vous savez que c'est là-dedans que vous allez piocher. Et surtout, mettez en place ce qu'on appelle une politique de gestion pour gérer vos composants. Donc vous avez plein de développeurs et quelqu'un qui va être responsable des composants tiers et tout doit passer par lui. Pour que lui sache si oui ou non c'est acceptable de le prendre. Et sinon, qu'est-ce qu'on a comme solution de remplacement et pourquoi non? Parce qu'il y a plein de vulnérabilités, parce qu'il n'est pas à jour depuis super longtemps, etc. Et lorsque vous faites des nouvelles releases majeures de vos projets, faites des contrôles aussi pour voir si tout est bien d'aplomb. Et après, faire du monitoring. Donc, monitoring, c'est par rapport à ce catalogue de composants, vérifier s'il n'y a pas des mises à jour qui sortent régulièrement. Donc ça, il y a plein de méthodes différentes. Suivant les composants que vous utilisez, vous allez avoir des flux RSS, des choses sur Twitter, des pages de release qui sortent, des emails qui peuvent vous être envoyés dès qu'il y a quelque chose qui sort. Donc l'idée, c'est de bien mettre à jour tout le plus rapidement possible. Et puis mettre des composants sur liste noire. Il y a des composants, on sait qu'ils ne sont pas mis à jour depuis longtemps. On s'en débarrasse et plus jamais on les prendra. Donc qu'est-ce qu'on a comme chose pour analyser les composants? Vous avez les sites CVE, donc c'est cvedetails.com par exemple. Vous avez ExploitDB qui vous donne directement des choses pour exploiter des failles de sécurité sur des composants.
Et pour analyser, vous avez toutes les ressources dont je viens de vous parler. Juste avant, c'est les changelogs, les blogs RSS des différents éditeurs qui vous fournissent ces composants. Tout en bas, là, on a un exemple du site CV Details qui vous montre les failles connues sur Magmi. Donc Magmi, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil Mass Import pour Magento. Je l'ai mis parce que je l'ai vu très récemment. Il y a une faille ici qu'on appelle Directory Traversal qui permet de se balader sur le serveur et d'accéder aux ressources. Ensuite, configuration, sécurité de votre appli. Donc là, je suis désolé, il n'y aura pas de solution magique. Donc vous avez beaucoup de configurations qui sont potentiellement déjà prévues par les éditeurs de vos frameworks en particulier pour gérer de la sécurité. Le point sensible, c'est qu'il faut savoir bien les utiliser et pas se dire c'est bon, j'utilise Symfony, il n'y a plus de problème de sécurité, quoi. Parce que là, il y a une option qui va partir à la trappe, on ne sait pas pourquoi, et puis on ne prêterait plus attention et ça va partir en vrille. Donc très concrètement, sur Symfony justement, vous avez des ORM donc pour gérer tout ce qui est gestion avec la base de données, interaction, ça évite les injections SQL. Si vous faites des interactions directement avec la base de données, avec un code direct en PHP, il ne va peut-être pas être aussi protégé. Vous avez des tokens, ce qu'on appelle anti-CSRF sur Symfony. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille fortement d'aller chercher un petit peu dans les librairies ce que c'est. Des choses sur l'encoding, donc pour éviter du XSS sur Symfony. C'est ce qui fait que vous n'allez pas avoir des petites pop-up ou des petites choses dangereuses sur vos sites. Du JavaScript qui va s'exécuter. Là, en bas, c'est un exemple sur le framework .NET. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a très longtemps par Microsoft pour se protéger des attaques XSS. Et en tant que développeur, ça posait souvent des problèmes. On se disait, ça me bloque mon application, elle ne fonctionne pas, comment on fait? Tiens, je vais désactiver ce truc-là, hop, il ne nous embêtera plus. Et le problème, c'est qu'on laisse passer après toutes les injections XSS sur les navigateurs. Donc c'est problématique. Donc il n'y a pas de solution magique. Il faut absolument connaître toutes les configurations de sécurité de vos frameworks et de tout ce que vous utilisez. Il faut les connaître, il n'y a pas d'autre choix. Donc il faut lire le manuel là-dessus. Je suis désolé, hein, c'est un petit peu lourd, mais il faut prendre le temps d'aller voir les pages de sécurité faites par les éditeurs et puis comprendre ce que vous faites sur la sécurité, comprendre les options que vous modifiez. Et si vous faites des modifications sur un framework, c'est super important de les documenter, parce que plus tard, on ne sait plus pourquoi on a fait ça, c'est incompréhensible, et on laisse des failles de sécurité béantes. Dernier point, les failles logiques. Alors les failles logiques, je vous fais une petite comparaison avec ça. Les failles logiques, c'est prendre quelque chose qui fonctionne dans un sens précis, ordonné, et puis on l'alterne, on fait des choses bizarres avec, et puis on en fait autre chose. Donc là, on transforme complètement la signification du mot. Vous avez sans doute entendu parler de cette chose-là aussi. Oui, ça arrive plusieurs fois en plus. Des failles sur iPhone où on prenait un iPhone verrouillé, et on faisait des petites manips, un clic ici, on appuie là, tap, 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 3 fois, on accède à Siri, on débloque, et au final, on arrive à accéder aux contacts, aux photos, et au SMS. Donc c'est des workflows qui sont détournés. On comprend la logique de l'application et on la détourne. Donc sur une appli web, concrètement, c'est quoi? Ça va être de l'abus de fonctionnalité. Donc on va peut-être prendre quelque chose qui envoie un email, on va le transformer pour faire du spam, pour envoyer de l'email à gogo. On va transformer un workflow pour en faire quelque chose de pas très bien. L'exemple le plus classique, c'est un panier e-commerce où vous avez différentes étapes. À un moment donné, on passe une commande, on prépare la commande, on la valide, on la paye, on la valide, suivant les scénarios. Plusieurs fois, on a vu des choses avec des paniers e-commerce où on valide la commande pour 20 € et puis on peut quand même la modifier et ajouter des articles. Et on commande quelque chose qui vaut 300 € pour 20 €. Donc c'est des choses tout à fait illogiques, mais logiques.
Un peu plus complexe comme exemple, une plateforme web, ça c'est un cas réel. Donc c'est une plateforme qui permet de tester, qui permet de créer des espaces sur un portail, de gérer des données, etc. Pas mal de petites choses. Et il y a des fonctionnalités très sympathiques sur l'appli. On peut inviter des personnes à consulter l'espace qu'on a créé. On peut créer des pages personnalisées, avec du code HTML notamment. On peut modifier un peu le style de l'espace. Et on peut choisir sur quelle page les gens arrivent par défaut lorsqu'ils vont sur notre espace. Et bien, avec ça, ce qui a été possible de faire, c'était sur la page personnalisée, de créer un formulaire de login qui était identique au formulaire de login du portail global, modifier le style CSS de la page pour qu'il soit vraiment identique en termes de design à la page de login originelle. On redirige par défaut sur cette page-là qu'on vient de créer et on invite tout le monde sur l'espace. Et tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Et par email, sans connaître l'email, parce qu'on pouvait chercher les gens et puis inviter des gens de telle ou telle boîte à rejoindre l'espace. Ils arrivent sur la page de connexion, sauf que derrière la page de connexion qu'on a faite, elle prend le login mot de passe et elle l'envoie sur mon serveur. Donc je récupère les identifiants. Et je fais en sorte que ça ne se voit pas trop et l'air de rien, ça marche plutôt bien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? C'est beaucoup de recherche par rapport à vos applications et à vos cas métiers. C'est très spécifique à votre métier et à ce que vous faites sur vos applis. Donc c'est designer le workflow de votre application, le user journey. Où est-ce que passe la personne ? Qu'est-ce qu'elle fait comme étape ? Qu'est-ce qu'on doit valider ? On dessine vraiment, ou on met sur des petites magnettes les petites étapes, et on se dit, voilà, quelles sont les étapes disponibles sur mon application, les fonctionnalités, qu'est-ce qu'il faut normalement pour y accéder ? Et puis derrière, on se dit, ah mais tiens, mais si je viens de là, est-ce que je ne pourrais pas utiliser cette fonctionnalité alors que normalement je n'ai pas le droit ? Il y a une question de manque de contrôle derrière, au niveau du workflow. L'idée, voilà, c'est d'élaborer avec ça des scénarios, réfléchir à votre workflow, voir s'il n'y a pas des abus possibles. Si on peut envoyer de l'email avec telle fonctionnalité, en bleu, là, j'envoie de l'email, ok, est-ce que je peux pas en faire plein de fois ? Est-ce que je ne peux pas abuser ? Cherchez le mal dans vos applications. Imaginez que vous voulez vous faire du mal. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Comment vous pouvez détourner la logique de votre application ? Il ne faut pas penser, comme les QA font d'habitude, vérifier que ça marche bien, valider, le scénario fonctionne, mais c'est au contraire. Qu'est-ce que je peux faire qui n'est pas prévu par l'application ? Et ça, c'est bien de jouer en équipe. Faire un petit brainstorming, c'est très créatif, très, très sympa à faire. Vous dites, ok, on va essayer de détourner notre application, notre site web. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et vous allez voir, il y a beaucoup de créativité en général qui ressort des équipes. C'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que vous avez pu prendre certaines clés. Vous allez pouvoir derrière un petit peu chercher et trouver des choses intéressantes sur vos projets. Je pense qu'on a pile le temps pour quelques questions si vous en avez. Oui. Dans la mesure où on a des arbres de dépendance entre les librairies tierces, comment est-ce qu'on peut gérer le catalogue qu'on a en fait si on installe quelque chose avec NPM ou Composer, Ouais. ça va installer 15 trucs en amont potentiellement sur partie de l'arbre de dépendance. D'accord. Donc les arbres de dépendance sur les librairies. Donc vous installez une librairie en question, celle que vous voulez, et puis elle va installer plein d'autres choses derrière. On a un manque de contrôle là-dessus. Donc déjà, avant de l'installer, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de cette librairie ? Première étape. Pas installer à gogo plein de choses. Ça va être aussi vérifier quel est le degré de confiance qu'on peut mettre dans l'éditeur qui a fait cette librairie. Est-ce qu'il y a beaucoup de revues ? Bon, c'est bête, hein, mais c'est aussi une question d'avis et une question de mise à jour. Est-ce que cette librairie elle est souvent mise à jour ? Est-ce qu'il y a des remarques du type « Ah, il y a une faille de sécu, ça n'a pas été bouché pendant 3 mois ?» Voilà. Après, les dépendances, derrière, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle là-dessus non plus. Si on a beaucoup de dépendances, il faut les observer et voir ce que derrière il se passe. C'est un peu comme quand vous installez une application sur un smartphone, elle vous dit je veux ça comme autorisation, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Il faut observer, voir s'il n'y a pas des choses totalement inconnues.
Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. D'autres questions? Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle pour éventuellement. Pas de micro? Mais ouais. Oui. Oui. Je vais reprendre pour tout le monde. Donc pour Symfony, effectivement, il y a des security checkers pour vérifier à partir du composer tout ce qui est faille de sécurité. Donc il y a des vérifications qui sont faites pour voir si les dépendances sont dangereuses ou pas, et s'il y a eu des failles de sécurité identifiées précédemment. Effectivement, bon point. Une autre question? Non. Bon. Eh bien, merci à vous.